Bernard Savoyard aussi, vous pouvez l'applaudir. Allô, donc vous entendez bien? Oui. D'accord, donc merci, surtout merci beaucoup d'être venus si nombreux. Pour nous, c'est un véritable plaisir de vous recevoir ici. Et vous, Gaël, c'est une longue histoire avec la FNAC. Oui, et je rappelle que vous avez reçu les prix Goncourt de l'IFIA. Donc, et le prix FNAC. Le prix FNAC, bah, double prix. Et aussi, Sylvain, merci beaucoup parce que en début d'année, vous avez fait, je pense que ça a pris beaucoup plus de temps, c'est travail collectif à 3. Tout à fait. Donc, on va y revenir tout à l'heure. Mais simplement, je voulais vous poser la première question parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce que vous êtes très très nombreux, c'est très bien. Et Gaël Faye, Jacques Aranda, c'est le roman celui qui marche le mieux depuis la rentrée littéraire. Et une question tout à fait simple. Pourquoi est-ce qu'une question concernant Gabriel et Milan, est-ce que ça fait pas le même personnage ou pas? Ah non, pas du tout. Alors, bonsoir, merci beaucoup d'être là. Petit Pays et Jacaranda, ce n'est pas une suite, ce ne sont pas deux romans qu'il faut lire à la suite. Ce sont comme deux pièces d'un même puzzle. Petit Pays raconte l'histoire d'un paradis perdu où la violence peu à peu s'immisce. Jacaranda, c'est comment on apprend à vivre après l'événement, après le génocide. Comment on refait société, comment on recrée le lien, comment on apprend à nouveau à s'aimer, à être amis, à vivre ensemble tout simplement. Gabriel, cet enfant donc franco-rwandais, tout comme Milan, c'est peut-être le seul point commun qu'ils ont finalement. Gabriel, lui, vit au Burundi. Il ne comprend pas les histoires des adultes, mais il vit au Burundi. Il a ce pays sous la peau, comme dans le poème de Jacques Roumain, que l'on retrouve dans le livre. Il est de ce pays. Il y comprend la topographie, les paysages, les couleurs, les sensations. Milan, c'est un petit Français. Il ignore tout du Rwanda. Sa mère ne lui a jamais parlé du Rwanda, donc il n'a même pas le sentiment d'appartenir à un ailleurs. Et le Rwanda va arriver dans sa vie par la télévision, par ces images que certains et certaines ici en France aussi ont découvert au printemps 1994, ces images de massacres qui tous les soirs repassaient. Et donc, il a simplement conscience qu'il s'agit du pays de sa mère. Mais comme cette mère est silencieuse, il ignore tout. Et le Rwanda reste une abstraction qui finira par s'incarner avec l'arrivée d'un enfant qui s'appelle Claude, qui va arriver quelques mois plus tard avec une blessure à la tête. Et cet enfant-là, Milan très vite va en faire son frère, va en faire son confident, va en faire une amitié très forte va se créer entre eux et c'est Claude qui va incarner ce pays lointain, qui va finir par le rendre palpable et tangible. Et d'ailleurs, justement, concernant ça, il y a quelque chose qui m'a frappé parce que vous êtes romancier et artiste. Vous n'êtes pas là pour faire un cours de politique ou de géopolitique. Et lorsqu'on est romancier et lorsqu'il s'agit d'histoire aussi, il faut combler des vides. Et votre travail, c'est combler des vides. Et aussi, le pari, c'est de parler du silence. Oui, le silence qui est quand même une forme, enfin le silence, on le retrouve dans beaucoup de familles, voilà, qui est là, qui est présent dans beaucoup de familles rwandaises. Et pas pour rien, parce qu'on a une histoire traumatisante et comment trouver les mots pour raconter ce que l'on a vécu, comment les parents peuvent le raconter à leurs enfants. Et donc il y a une chape de plomb du silence qui est là, et autant d'ailleurs, même aujourd'hui, autant dans les familles des victimes que des bourreaux. Les bourreaux ne parlent pas plus à leurs enfants, donc il y a ce silence qui est là,
il est assourdissant, il fait du bruit pour les générations qui suivent. Et il faut le raconter. Alors je sais pas, je crée des situations qui tentent d'approcher ce que ça fait, le silence, ce que ça fait physiquement, ce que ça génère en nous. Et de raconter à la première personne, pourquoi? Raconter à la première personne, parce que j'écris des chansons et que j'écris souvent des chansons à la première personne, c'est comme une tonalité pour moi. Je ressens mieux les choses à la première personne. Je me méfie du narrateur omniscient parce que j'ai l'impression que l'histoire du Rwanda a été racontée par un narrateur omniscient. Et les Européens sont arrivés au Rwanda et puis ils ont dit en fait l'histoire c'est ça. Il y a des Hutus, il y a les Tutsis sont comme ça, les Hutus sont comme ça. C'est comme s'il y avait eu un narrateur omniscient dans notre propre histoire. Et donc j'ai envie qu'elle soit incarnée, qu'on sache d'où l'on parle, pourquoi on parle, et qui raconte nos histoires, à partir de quelle vérité, de quelle situation. Donc ça me semblait le plus honnête de parler à la première personne. Mais vous voyez, lorsqu'il s'agit de parler du Rwanda ou d'autres génocides pour des crimes de guerre ou des masses, pour les journalistes en question, en général, moi ou d'autres personnes, c'est très compliqué de poser des questions parce qu'on a toujours peur d'être à côté de la plaque. J'ai l'impression que vous avez ressenti ça aussi, parfois, de la part des gens qui vous interrogent. Et oui, et puis c'est normal. Moi-même, j'ai peur d'être à côté de la plaque. Je pense que ça s'appelle la délicatesse. Et c'est ce dont notre monde manque cruellement. C'est-à-dire qu'on arrive et qu'on ne se rend pas compte à quel point les mots peuvent blesser, même des mots anodins, même une manière de dire les choses. Moi, ce que m'a en tout cas appris le Burundi et le Rwanda, c'est la délicatesse dans la parole. Voilà, on nous apprend à aller beaucoup plus lentement. Et je fais cohabiter ça avec la culture de mon père, la culture française, où on parle, on sait même quand on ne sait pas. Et voilà, donc c'est vrai qu'il y avait ça dans mon enfance aussi. Je ressentais une forme de pudeur, de silence, d'économie de mots dans ma famille rwandaise, et puis une propension à pouvoir parler de tout dans ma famille française. Donc c'est ça, j'essaye, je pense, avec mon art, avec ma musique, de faire cohabiter ces deux choses. Dire quand même, parce que écrire un roman sur une telle histoire, c'est trahir le pacte du silence que me demandent les miens. Dire en fait on va pas parler de ça, c'est le passé. Et moi je trahis ça parce que ce silence il provoque aussi chez moi une forme de frustration, parfois même de colère. Je m'indigne face à ce silence, je dis j'ai le droit de savoir, je viens aussi de cette histoire, j'ai le droit de connaître le nom d'un grand-père, j'ai le droit de savoir où est-ce que vous avez vécu, comment vous avez vécu, c'est mon droit en fait, je fais partie de cette histoire. Et en même temps d'avoir suffisamment de délicatesse pour ne brusquer personne. C'est pour ça que le roman il est polyphonique et on a aussi le point de vue de chaque personnage. Finalement il y a un narrateur, mais c'est comme s'il y avait plusieurs personnages principaux qui ont chacun leur logique interne, parce que c'est aussi ce que m'apprend le Rwanda où je vis actuellement, c'est que c'est un pays où chacun fait comme il peut, chacun fait avec son histoire, et toutes les histoires sont différentes. Encore une fois, pour parler de cette dépossession de notre propre histoire, on a plaqué sur nous une espèce d'essentialisation des Rwandais, en disant « ils sont comme ça ». Là-bas, on se tue de toute façon depuis la nuit des temps à coups de machette, c'est des tribus, c'est des sauvages. Donc cette espèce de tableau générique de ce que l'on est, ça ne restitue rien du réel. C'est simplement des fantasmes qui nous rassurent peut-être vu de loin, en disant
Voilà, c'est le cœur des ténèbres de Conrad, et nous sommes la civilisation, nous sommes les Lumières, nous sommes ceux qui servent. Et donc aussi écrire sur le Rwanda ou sur le Burundi, depuis le Rwanda et depuis le Burundi, c'est remettre du détail, de la complexité, et laisser beaucoup de questions en suspens. Moi, je n'écris pas un roman pour répondre. Et d'ailleurs, à un moment donné, Milan demande à Claude, donc Milan qui est le narrateur, et Claude dont je parlais, Milan il dit, mais explique-moi, je veux comprendre. Il lui dit, je ne te demande pas de comprendre, je te demande de ressentir. Et d'ailleurs, on ressent très bien aussi à la lecture de votre livre, parce qu'on a l'impression que ceux qui n'ont pas lu, c'est toujours tragique, et pas du tout. Parce qu'il y a des choses, beaucoup d'amour, et les rapports entre les deux cousins, oncles et neveux, et aussi, là, le moment où on rit aussi. Donc, et c'est aussi cette délicatesse que vous savez dans l'écriture, que vous savez essayer de transmettre aussi au lecteur. Moi, je veux cheminer en même temps que le lecteur. Sur une histoire pareille, encore une fois, j'essaye de... Je fais œuvre de transmission. Voilà, même si c'est difficile de dire ça parce qu'un artiste, il transmet malgré lui. Si on commence à vouloir écrire directement pour transmettre, autant devenir professeur. Et moi, c'est pas ce que je veux, c'est pas de devenir un maître de conférence, mais en tout cas, sur une histoire où on a été pétri de mensonges, et aussi, comme c'est lointain, j'ai regardé l'actualité de ces années-là, le printemps 94, comment les médias ont parlé du génocide des Tutsis au Rwanda, c'était impossible de comprendre. Donc les gens n'ont même pas à culpabiliser de ne pas comprendre, c'était impossible à comprendre. Les enjeux n'étaient même pas posés. On inventait une histoire. On a vraiment inventé une histoire. Et il y a beaucoup de livres qui démontrent ça, et puis même des grands journaux. Je veux dire, je pense à un livre comme Le Monde, un contre-pouvoir de Jean-Paul Bouteux, qui raconte que même des journalistes du Monde racontaient une histoire qui n'avait rien à voir avec le réel. Et donc, les gens ne sont pas responsables de leur ignorance d'une situation si la façon dont l'information leur parvient est elle-même erronée. Et c'est pour ça que, pour moi, il y a un travail de transmission aussi qui doit se faire, et le narrateur chemine en même temps que le lecteur. Il chemine parce que Milan ne connaît rien à cette histoire, et donc il la découvre au même rythme que le lecteur. Et c'était important pour moi, parce que sinon, si je prends une situation et je fais comme si tout le monde était au courant, c'est là qu'on perdure dans la confusion. Et vous, Sylvain, qu'est-ce que vous connaissiez de cette histoire, justement, avant de travailler avec elle? Moi, j'étais un citoyen français lambda qui connaissait ce qu'il envoyait à la télévision, ce qu'il avait lu dans les journaux et écouté à la radio, donc j'en avais forcément une image erronée aussi, et le fait de s'être replongé vraiment profondément dans le travail de cette adaptation, ça m'a permis effectivement d'avoir une autre vision, une autre ouverture. Les discussions avec Gaël sont éclairantes, mais ce que j'aime particulièrement dans sa façon d'écrire, c'est qu'il n'est pas là pour être pédagogue, il n'est pas là pour nous expliquer le monde. Et tu le dis très bien, c'est le fait de ressentir. C'est ça qui me parle le plus, c'est de mettre l'humain au centre de tout. Et c'est trouver une manière de montrer à quel point l'histoire est imbriquée, tricotée, que la grande histoire est imbriquée dans l'histoire de chacun. On a tous une propre histoire, mais elle n'est pas enfermée, on n'est pas des poupées gigognes avec une plus grande histoire autour. Non, tout est interpénétré comme ça, et on le sent très bien dans les romans que Gaël écrit. Donc c'est ça qui me permet de mieux comprendre effectivement le monde par l'identification qu'on en fait grâce aux personnages. Et de quelle manière avez-vous travaillé ensemble? Parce qu'au fait, ça travaille à trois, en fait. Oui, on a travaillé à trois parce que c'est pas moi qui ai fait vraiment l'adaptation, c'est Magena Sova qui est scénariste et qui a adapté l'écriture, le roman, la forme du roman à la grammaire de la bande dessinée, qui est particulière en fait, qui n'est pas la même que le roman. On ne peut pas se permettre les mêmes choses à partir du moment où on montre. On n'est pas dans la même rythmique, on n'est pas dans la même façon de transmettre une information. Et c'est ça qui est bien d'ailleurs, parce qu'on n'est pas juste en train de faire une traduction d'un média à un autre, il y a vraiment une notion de réinterprétation, une notion de... voilà, on essaye
l'intégrer totalement avant de le ressortir sous une autre forme, et ça permet de créer une nouvelle passerelle vers d'autres personnes qui ne vont pas peut-être forcément aller vers le roman, ou qui ont envie de le voir peut-être exploité d'une autre manière, encore pour y mettre aussi des images. Vous savez beaucoup dialoguer? Oui, on a beaucoup dialogué, on a échangé à tous les moments d'ailleurs de la création de l'album. J'ai essayé de me faire fournisseur de matériaux, d'images d'archives, de photos de famille, de petits dessins. Voilà. C'était vraiment passionnant de rentrer de cette manière-là dans l'histoire et de pas. Je pensais que ça serait handicap de ne pas y être allé au début parce que voilà, j'avais besoin de me mettre dans cette atmosphère, mais le fait que Gaël m'apporte tout ça comme élément, vraiment de manière vraiment forte, ça m'a permis aussi de l'aborder d'une manière plus allégorique et de ne pas être dans le documentaire, mais d'être dans le ressenti, de le faire passer par l'humain aussi. Mais voilà, on espère bien pouvoir aller au Rwanda quand même un jour, et puis on a commencé à rencontrer aussi les personnages qui sont autour de Gaël et qui nous ont servi aussi à mettre dans la bande dessinée, et ça c'est assez fort, assez marrant de les retrouver après. Et pour ça, pas invité encore? Mais il sait qu'il est bienvenu, quand tu veux. On est tous invités. Tout le monde. Et il n'y a même pas besoin de visa pour aller au Rwanda. C'est pas mal. En fait, c'est intéressant dans les livres parce qu'il a beaucoup de détails aussi, parfois anodins. Et lorsque Milan va la première fois au Rwanda, il est surpris parce que la nuit tombe d'un coup. C'est quoi, c'est pas des 2-3 minutes, 5 minutes, il fait plus jour. Et donc c'est des détails comme ça aussi, ils sont tout à fait passionnants dans un roman, dans un livre. Oui, c'était la vie, c'était important de raconter, comme le roman voilà, s'étale sur plusieurs années, de 1994 à 2020. Il y a aussi des retours dans le passé. Eh bien, oui, c'était important pour moi de raconter ce que la reconstruction, c'est pas que la reconstruction des êtres, c'est pas que du lien, c'est aussi physique. C'est une ville qui se bâtit, c'est Kigali qui change, le pays qui change. Et oui, tout ça a son importance. De toute façon, le détail est important dans un roman, parce que si on parle de ressenti, c'est une forme de voyage que l'on fait, et c'est par le détail. Et l'importance des personnages secondaires aussi, qui lui prend. Oui, totalement. Ouais, il y a une galerie de personnages qui ont chacun leur qui ont chacun leur importance, qui racontent chacun un bout aussi de l'histoire du pays, mais aussi des histoires humaines, parce que bien sûr que ce qui est raconté, la toile de fond, c'est le Rwanda ou le Burundi, mais c'est des histoires humaines. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, je suis tombé amoureux de la littérature haïtienne à l'adolescence, et quand je lisais les romans qui se déroulaient en Haïti, ça me parlait de chez moi, ça me parlait du Burundi. C'était alors que je connaissais pas cette île, elle était à l'autre bout du monde. Mais c'est ça, ou même quand je lisais des romans français depuis mon Bujumbura natal. Donc c'est, bien entendu, il y a cette toile de fond qui est le pays, avec ses enjeux, avec son histoire, mais c'est ce qui est au centre, ce que disait Sylvain, ce qui est au centre, c'est nos histoires humaines qui, elles, se ressemblent partout. On aime, on rit, on pleure partout. Et on rit parfois quand Milan, par exemple, rencontre Sartre. Qu'est-ce qu'il lui demande? C'est Sartre qui lui demande déjà pourquoi Milan. Il dit mon père Kundera, il aime bien l'insoutenable légèreté de l'être, et puis Sartre, il s'appelle Sartre parce que voilà, il a son strabisme et sa tête de crapaud, et voilà, mais parce que bon, ça aussi c'est des petits clins d'œil. Mais c'est important, ça. Mais c'est important. Mais parce qu'en plus, c'est des réalités. Moi, je suis allé avec un copain au Burundi pour tourner un clip. Et voilà, un Français, il s'appelait Nico. Les gens l'appelaient Sarkozy. Il dit non, arrêtez de m'appeler. C'est ça, les gens. Il y a ce truc où.
On joue tout le temps comme ça avec les patronymes, avec les noms. Je sais pas, ça fait partie du quotidien. Et on voit très bien ces quotidiens. Aussi, il y a, dans les livres aussi, on voit. Je sais pas si vous écoutez les mêmes choses qu'écoute Milan, par exemple. La même musique. Non, j'écoute pas la même musique que lui. Non, c'est vraiment ses goûts à lui. Ils sont pas mal. Hein. Ils sont pas mal. À bon goût, c'est comme ça. C'est important, c'est de rythmer un livre avec de la musique. Pour moi, oui, parce que la musique, en fait, les mots me viennent par la musique. Mais parfois, les mots, c'est-à-dire que j'ai pas besoin vraiment de musique, mais j'entends la mélodie des mots. Et je suis incapable de lire pendant que j'écris, parce que comme je suis une éponge, j'ai peur d'inconsciemment retenir une formule que je vais aimer dans un livre et de la remettre inconsciemment. Ça arrive, et, les gens crient au plagiat, mais en fait en nous, il y a des phrases que l'on entend qui ressortent comme ça, et donc j'évite la lecture pendant les moments. Mais par contre, j'écoute de la musique en boucle, surtout les moments où j'ai du mal à avancer dans mon écriture, parce que ça libère les mots. Ça libère les mots en moi, l'écriture, la musique. Et d'ailleurs, justement, vous, Sylvain, vous écoutez la musique de l'auteur, j'imagine, pour trouver aussi les couleurs. C'est tout à fait important de trouver les bonnes couleurs. Et ça évolue beaucoup quand même. Partout, oui, et c'est ce que disait ma scénariste, elle s'est complètement nourrie de ce que fait Gaël pour s'imprégner de cette histoire, mais moi je trouve que l'écriture de Gaël est particulièrement visuelle en fait. Quand je lis le roman, j'ai des images qui me viennent immédiatement. Je m'étais dit, je vais essayer de ne pas y penser en lisant Jacques Aranda, comme j'ai lu Petit Pays, parce que je savais que j'allais travailler dessus. Mais c'est impossible d'échapper aux images, elles sont fortes. Il y a des moments comme ça, dès le début, en fait, où on est embarqué et on a des situations, on a des lumières, on a des sensations comme ça qui nous viennent et qu'on a envie de mettre en image. Quand tu veux. Et d'ailleurs, quelque chose, je pense que vous avez remarqué, il y a beaucoup de jeunesse parmi les gens qui vous lisent. Aujourd'hui, c'est passionnant, ça, les jeunes. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés en littérature avec vous. C'est fabuleux. Là, vraiment, c'est une question, parce que c'est juste, je peux dire merci. Et merci aussi le concours des lycéens. Vraiment, c'est fabuleux, parce que je pense que... Merci Grasset aussi, parce qu'ils sont... merci Grasset, merci la vie, quoi. Merci tout le monde. Parce que, enfin, je veux dire, les lectures, je sais pas pour vous, et puis il y a plein de jeunes gens dans la salle, mais quand on a une émotion de lecture à 13 ans, 14 ans, ça dépose en nous un sentiment qui reste pour toute la vie. Je pense que c'est vraiment des années où on ressent les choses de façon beaucoup plus intense. Et donc me dire que, voilà, à chaque fois quelqu'un me dit, j'ai découvert à 13 ans, 14 ans, enfin à l'adolescence, tes romans qui m'ont marqué, je me dis, mais quel cadeau. Voilà, c'est un cadeau, parce que je sais qu'ils n'oublieront pas. Et d'ailleurs, il y a une question tout à fait importante aussi, l'histoire de la mémoire. Et là, vous pointez les doigts des choses aussi, je m'arrive de faire d'autres rencontres sur d'autres génocides, cette histoire des mémoires qui reste vraiment pendant très très longtemps, même si les gens ne sont pas forcément au courant de tout ce qui s'est passé. Pour vous, j'ai l'impression que cette histoire des différentes générations est tout à fait essentielle. Oui, parce que j'ai eu besoin de comprendre ce qui nous était arrivé. Alors, j'ai pas compris tout de suite, parce que... Pardonnez-moi, il y a des gens qui sont nés aussi après l'âge. Exactement. Mais si vous voulez, moi, j'avais... au moment où le génocide a eu lieu, j'ai cru que c'était une guerre, ou j'ai cru que c'était... On appelait ça les événements. En fait, c'était confus, parce que entre ce qui se passait au Rwanda, ce qui se passait au Burundi, les mêmes configurations ethniques, donc tout ça était très mélangé. J'ai pris conscience des années plus tard en allant voir une pièce de théâtre qui s'appelait Rwanda 94, qui durait 6 heures. Et là, c'était la première fois qu'on mettait des mots sur cette situation qui rendait limpide l'histoire de ma famille. Et donc, j'ai commencé vraiment à me passionner pour les littératures liées au génocide, pour les écrivains qui travaillaient sur ces questions-là. C'est les années où j'ai découvert Charlotte Delbo, où j'ai découvert
Primo Levi, où j'ai découvert un certain nombre d'auteurs qui travaillaient là-dessus, et je me suis rendu compte que, que ce qu'on était en train de nous dire, ça passera, dans une génération, ça ira. En fait, on vivra toujours avec cette histoire. Toujours. Et c'est comme ça, parce que le crime de génocide a ceci de particulier, c'est qu'à un moment donné, on a pensé qu'on allait disparaître de la surface de la planète, et donc c'est une peur qui sera toujours une peur qui ne nous quittera jamais, qui restera une peur ancestrale même dans des dizaines de générations. Et donc il faut simplement apprendre à trouver les mots pour identifier ce que l'on ressent de cette situation. Et en même temps, c'est pour ça que je viens de me souvenir qu'en 2006 lui-même, on a eu une rencontre avec Simone Veil. Et Simone Veil parlait aussi quelque chose de tout à fait important. C'est vrai, j'ai vécu dans les camps, j'ai souffert, c'était terrible, mais je ne veux pas qu'on réduise ma vie simplement à ça. Mais est-ce que, justement, le risque n'est pas réduire le Rwanda à ces 3 mois-là, simplement? Non. Et d'ailleurs, oui, on pourrait réduire le Rwanda à ces 3 mois-là, bien sûr, mais ce serait méconnaître le Rwanda d'aujourd'hui. Voilà. Et c'est la raison aussi pour laquelle j'écris Jacaranda. Parce que quand on lit cette histoire, on voit bien que la vie est plus forte. La vie, elle continue. Et c'est ça la grande leçon après un génocide, et même c'est une forme de violence aussi. Parce que quand tout un monde a disparu, et que malgré tout, la vie continue, sans prendre parfois même le temps de réfléchir à ce qui vient de se passer, c'est une autre violence faite aussi aux survivants et aux survivantes. Parfois, c'est aller trop vite, et parfois ça va trop vite. Je pense qu'en tant qu'être humain, on a besoin d'ancrage, et c'est aussi la difficulté quand tout a disparu d'en retrouver des ancrages, et quand la vie avance si vite, si rapidement. 70% des Rwandais sont nés après 1994. Donc la jeunesse, elle est là. Mais donc on fait comment avec ces tensions contraires? Je ne sais pas, c'est une question, je ne sais pas. Mais il y a un mot qui utilise souvent après des génocides, des massacres, c'est le mot réconciliation. Mais la réconciliation, ça veut dire que c'est encore les victimes qui doivent faire un effort. De toute façon, c'est les victimes qui font les efforts. Ouais. C'est les victimes qui font les efforts, et c'est à elles que l'on doit le prix de cette reconstruction. C'est leur, voilà, c'est sur elles que pèse le poids de cette société qui se refonde, et on doit leur dire tous les jours, on doit les remercier tous les jours. Et nous, on vous remercie, vous deux. D'ailleurs, merci beaucoup. Vous savez, on a encore quelqu'un. La signature aura lieu ici même? D'accord. Très bien. Donc, on ne bouge pas pour l'instant. Personne ne bouge. Surtout, restez bien à vos places, et en fait, on va vous appeler rang par rang. On va gérer pour que ce soit fluide et que tout le monde puisse passer à la table. Non, on n'a pas les temps. Non, on n'a pas le temps.